Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler non pas d'un, non pas deux, mais bel et bien de 3 longs métrages qui ont pour point commun de sortir la semaine prochaine, le mercredi 13 décembre plus exactement. Je m'excuse déjà par avance pour cette lumière absolument affreuse, mais il est vrai que avec la nuit qui tombe de plus en plus tôt, c'est vrai que c'est assez difficile de tourner avec de la lumière naturelle et par conséquent je suis obligée d'utiliser mes néons, donc j'espère que c'est pas trop choquant pour vous. En général, quand je vois un film en avant-première, suffisamment tôt, avant sa sortie je veux dire, j'aime bien vous faire une vidéo pour vous donner mon avis, pour vous dire si ça vaut le coup ou non, quelques jours avant sa sortie. Récemment, on a parlé d'Anatomie d'une chute, du film Le Garçon et les Héron, on a parlé de Wish, également le dernier film des studios Disney, et ces dernières semaines, j'ai eu l'opportunité de découvrir 3 longs métrages en avant-première. Le film d'animation Sirocco et le Royaume des courants d'air, une histoire de cap et d'épée avec le second volume du diptyque Les Trois Mousquetaires, donc intitulé Milady, et enfin les origines du chocolatier Willy Wonka, interprété par Timothée Chalamet dans Wonka. Alors c'est bien sympa tout ça, mais de prime abord, ces 3 films ils ont rien à voir entre eux, mais il s'avère qu'ils sortent tous les 3 le même jour, alors forcément je me suis dit que ça serait sympa de vous en parler dans une même vidéo, de proposer une triple critique pour savoir finalement lequel de ce film choisir mercredi prochain. Commençons par le premier, un long métrage d'animation donc réalisé par Benoît Chieux, qui a été élu prix du public voilà, au dernier festival d'Annecy. Il s'agit de Sirocco et le Royaume des courants d'air. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais. Juliette et Carmen sont 2 sœurs, l'une a 4 ans, l'autre 8 ans. Donc 2 sœurs qui découvrent un passage secret vers le Royaume des courants d'air, leur livre favori. Lorsqu'elles pénètrent dans cet univers, elles sont transformées en chats et surtout elles se retrouvent séparées l'une de l'autre. Alors pour regagner le monde réel, regagner leur vie tout simplement, eh bien elles vont devoir faire preuve de témérité pour se retrouver. Prends un petit temps pour vous dire que c'est un film que j'ai donc vu au mois de novembre lors du festival du film court de Brest et qu'à l'issue de la séance j'ai pu échanger avec l'assistant réalisateur Titouan Bordeaux. L'interview est à retrouver en barre d'infos. Sirocco, le Royaume des courants d'air, c'est un film qui s'appuie sur un concept qui fait rêver petits et grands. Qui n'aurait jamais rêvé par quelques moyens fantastiques de se retrouver dans un univers qu'il ou elle affectionne? Et bien pour ces 2 sœurs, il s'agit du Royaume des courants d'air, un lieu créé par Agnès, une amie de leur mère qui est écrivaine et qui les garde de temps à autre. Le Royaume des courants d'air, c'est un lieu qui grouille de créatures de toutes sortes, multicolores avec des apparences variées. Le seul point commun entre elles étant qu'elles doivent pouvoir se déplacer dans les airs, parce que oui, on parle du Royaume des courants d'air, et donc ces résidents doivent être en mesure de voler, que ce soit par leurs attributs physiques ou bien par d'autres moyens, par exemple par un deltaplane dont vont se servir nos personnages. En cela, Sirocco le Royaume des courants d'air, on est sur un film qui possède une animation aérienne avec le vent qui se prend dans les cheveux, dans les plis d'événements. On sent vraiment cet air en fait qui est omniprésent au sein de ce royaume. Je tiens absolument à vous parler du personnage central du récit, même si étonnamment on le voit peu à l'écran. Il s'agit du personnage qui donne son nom au film, le méchant Sirocco, que j'ai adoré. C'est un personnage qui est isolé, qui terrifie les habitants du royaume parce que selon eux il serait à l'origine des tempêtes qui s'abattent sur le pays. Et le synopsis le sous-entend, ce n'est pas pour cette raison qu'il vit seul, en exil, contraint de refouler en fait ses propres sentiments. Il y a autre chose. Et c'est autre chose, cette humanité en fait qui découle du personnage, c'est ce qui le rend aussi attachant. Son titre l'indique, il occupe donc une place essentielle dans l'intrigue, mais ce n'est pas pour autant qu'on le voit. Au contraire d'ailleurs, Sirocco est un personnage qui fait de courtes apparitions, c'est plutôt son nom en fait qui est prononcé à maintes reprises, un peu comme le synonyme d'un mauvais présage. En 2022, on nous parlait d'une grande production française. Voilà, un film qui allait dépoussiérer le genre historique en adaptant sur nos écrans le classique d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. À la barre, Martin Bourboulon qui a donc décidé de découper cette histoire en 2 films. Le premier, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, sorti au printemps dernier, et ce second opus, Les Trois Mousquetaires qui sort chez nous le 13 décembre. C'est pas moi que vous voulez sauver.
Mais Constance Bonacieux. Où est-elle? Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée. Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous fait d'elle? Vous me paierez cette offense. Et il me dira où elle est ou je jure de le tuer. Prends garde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Nous sommes des tueurs, D'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Le précédent film nous avait laissé D'Artagnan inconscient dans la rue, après que son amour, la servante, Constance Bonacieux au service de la reine, ait été kidnappée après avoir vu qui avait tenté d'assassiner le roi. Une suite, donc, et j'ai commencé par ça, Les Trois Mousquetaires Milady, c'est un film qui possède les mêmes qualités, mais aussi les mêmes défauts que son prédécesseur. Évidemment, un casting exceptionnel, je pense qu'on ne peut pas commencer par un autre point que celui-ci. Du côté masculin, pour nos mousquetaires, on a François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel, Pio Marmaille. Côté masculin encore, on a Louis Garrel qui incarne le roi de France, mon chouchou, Julien Frison, voilà, qui joue donc le frère du roi et qui prend une place centrale dans cette suite, hein. Julien Frison, donc pensionnaire de la Comédie Française, qui excelle dans les rôles de vilains. Moi j'avais adoré, et c'était d'ailleurs là que j'avais découvert comme Donatien de Montargis dans la série La Révolution sur Netflix, qui était une réécriture de la Révolution française avec des zombies, voilà. Côté féminin, même si malheureusement elles ne sont pas nombreuses, on a donc Eva Green qui joue la fameuse Milady, Vicky Krieps qui joue la femme du roi, ou bien encore Lina Coudry qui joue donc cette chère Constance Bonacieux au cœur du récit, puisque c'est elle que D'Artagnan va poursuivre tout au long du film. Le film débute par des cartons entrecoupés des scènes du précédent long métrage pour replonger le spectateur dans l'histoire. Ainsi, on reprend le visionnage en fait sans être perdu. Le problème c'est qu'il y a quand même une sacrée galerie de personnages, ce qui fait que c'est difficile de tous les remettre dès les premières minutes. Deux films de 2 heures, c'est trop peu pour adapter un ouvrage aussi épais que les Trois Mousquetaires. Ce qui fait qu'on est face à une succession de lieux, parce que les personnages voyagent beaucoup, en omettant le lien entre eux, hein. Par exemple, il y a cette scène où D'Artagnan est seul, et à force de marcher, il finit par retrouver de façon assez miraculeuse le chemin des soldats qui s'en vont vers le siège de La Rochelle, et c'est vrai que toi tu regardes ça, tu te dis mais c'est une facilité scénaristique, alors qu'une simple scène de transition qui aurait montré voilà, que le personnage savait où il allait, parce que là ça donne vraiment le sentiment qu'il errait et que pouf, il arrive par là. Et de façon générale c'est ça, les personnages pouf, débarquent à un endroit sans qu'une transition soit faite. Déjà il y a ce problème là, le fait d'avoir une succession de scènes importantes, hein, sans forcément faire du lien entre elles. Mais il y a aussi une seconde chose, c'est que il y a peu de caractérisation des personnages. Ce que je veux dire par là, c'est que le film part du principe que la présentation des personnages et voilà, leur développement a été fait dès le premier film, et par conséquent, le second opus, il va plutôt venir sauter ces moments d'étoffement pour aller directement aux scènes centrales, autrement dit, l'action. Scènes d'action par ailleurs qui sont filmées avec la caméra épaule, donc caméra portée sur l'épaule comme son nom l'indique, pour mieux immerger le spectateur dans l'action. La caméra colle à la peau des personnages, il y a cette scène où D'Artagnan saute d'une muraille pour plonger dans un étang, et la caméra, plutôt que de filmer en fait sa chute depuis la muraille, va vraiment le suivre, et ça c'est vraiment une façon de permettre au spectateur, plutôt que de le regarder tomber en fait, de l'accompagner dans son mouvement. Les Trois Mousquetaires, c'est un film où il y a des touches d'humour que j'ai trouvé très appréciables. Porthos, interprété par Pio Marmaille par exemple, qui est un personnage hilarant, parce que oui, les échanges entre les personnages et entre les mousquetaires surtout sont rythmés et souvent amusants. Certes, ils se chambrent mutuellement, mais ça ne les empêche pas de tenir énormément les uns aux autres. C'est une amitié, tout simplement, c'est comme ça que fonctionnent des amis. Et ils viennent s'épauler dans les combats, même si ça prend le risque clairement de venir se mettre le reste du royaume à dos. Moi j'ai quand même un gros souci, parce que Les Trois Mousquetaires c'est un ouvrage que j'ai lu il y a de ça 3 ans, donc mes souvenirs étaient un peu flous, mais c'est vrai que plus on approchait de la fin, et plus je me dis, bon, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas lu le livre, mais tout de même, j'avais vraiment pas le souvenir qu'il se passait ça. Et effectivement, lorsque je suis retournée sur le résumé du livre sur internet, j'ai réalisé qu'il y avait énormément de libertés qui ont été prises par rapport à l'œuvre originale. Alors, je parle pas juste de modifier des dialogues, hein, ce qui est classique dans une adaptation, mais bel et bien de changer la mort de certains personnages. Sauf que ces changements, ils sont ponctuels, mais cumulés les uns aux autres, et ben ça vient bouleverser le cours de l'histoire pour
pour ne pas dire plus, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, ça vient même bouleverser l'épilogue. C'est pour vous donner une idée. C'est-à-dire que la fin des Trois Mousquetaires dans le film n'est pas la même que les Trois Mousquetaires dans le livre. La fin à l'origine dans le bouquin est fermée, ici elle est ouverte et c'est une façon de créer un suspense mais que je trouve inutile parce que le récit s'arrête là, il n'y aura pas de suite. Au point, en sortie de salle, j'ai entendu des gens dire mais alors il y aura un troisième film? Il n'y aura pas de troisième film, ça s'arrête là. Mais Martin Bourboulon avec cette adaptation, il laisse une immense porte ouverte là où ce n'était absolument pas nécessaire. On va parler d'un film qui s'attaque à un autre monument de la littérature, écrit par Roald Dahl, donc qui avait créé cette célèbre chocolaterie et évidemment son chocolatier phare Willy Wonka. Là, en 2023, on a donc le réalisateur Paul King à qui on doit les films Paddington, donc vraiment habitué des films familiaux pour le coup, et ça a son importance pour la suite, vous allez le voir, qui donc met en scène la jeunesse de cette figure, la jeunesse du chocolatier Willy Wonka, sous les traits de Timothée Chalamet. Good thing in this world started with a dream. So you hold on to yours. I guess it's time. To change the world. Le film s'ouvre sur Willy Wonka qui arrive dans une ville d'Angleterre. Sur sa route, il va croiser différentes personnes qui vont en quelque sorte le dépouiller de l'argent qu'il avait pris pour partir, si bien qu'à la nuit tombée, Willy Wonka n'a plus un sou en poche. Il va croiser la route d'un tenancier qui va lui proposer le gîte. Ils lui font signer un contrat, etc., disant il n'y a pas de souci, tu peux nous rembourser la chambre demain. Sauf que le lendemain, quand Willy arrive à l'auberge, eh bien, il réalise qu'il a été dupé et que la somme qu'il doit à cet tenancier est bien plus élevée que ce qu'il lui avait promis. Par conséquent, pour rembourser cette somme, Willy Wonka est obligé de travailler à la laverie de l'auberge, aux côtés d'autres personnes qui elles aussi ont été piégées. Évidemment que pour s'en sortir, il va faire ce qu'il fait le mieux, et c'est de vendre des chocolats. Il y a quelque chose qu'on peut pas enlever à Wonka, c'est que c'est un bon divertissement de Noël, dans la catégorie familiale en tout cas, parce qu'il est question du rêve, de l'espoir, de l'idée de suivre ce qui nous guide, suivre ce qui nous anime dans la vie. Il est question de s'aider les uns les autres, de faire preuve de solidarité. Il y a de la neige partout, les décors sont féeriques. Oui, c'est le film idéal pour cette période. Ça réchauffe le cœur et parfois c'est juste ce dont on a besoin quand on veut passer un bon moment en salle. Mais bon, j'ai bien précisé catégorie familiale parce que le scénario est simple au possible. Comment vous dire qu'on est sur le combat entre le bien et le mal, dans le sens où on a les tenanciers laids, vous savez, qui sont méchants, les chocolatiers véreux. Il n'y a pas de nuance. On va parler de la figure centrale du long métrage, Willy Wonka, interprété par Timothée Chalamet. Et c'est un acteur que j'aime énormément, mais dans ce film, j'ai eu de grosses difficultés avec son jeu. Je le trouve outrancier, à exagérer les expressions. Bien sûr, Willy Wonka, c'est un personnage dont le visage, vous savez, est démonstratif, mais j'ai quand même l'impression que Timothée Chalamet verse presque dans une parodie du personnage. Il se donne à fond, c'est indéniable, et ça je ne peux que le saluer, parce qu'on voit sa volonté. Le problème, c'est que, en tant que spectateur, on n'y croit pas. Moi, quand je suis devant ce film, je ne vois pas Willy Wonka, mais Timothée Chalamet qui joue Willy Wonka. Malgré tout, ça n'empêche pas le personnage d'être extrêmement attachant, à la fois naïf, plein de bons sentiments, et puis quand tu termines ce film, t'as juste envie de passer du temps avec lui. Et pas seulement parce que c'est Timothée Chalamet. On va parler d'un point essentiel du film mais qui n'est pas montré dans la bande-annonce, et ça c'est problématique, les chansons. J'adore les comédies musicales, y a pas de problème, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et la bande-annonce dissimule ce fait-là. Je vois l'idée, évidemment, comme les chansons, voilà, je le dis, c'est pas du coup tout le monde, certaines personnes peuvent être rebutées à l'idée d'aller voir un film où ça chante. Sauf que le dissimuler en ne le montrant pas dans les bandes annonces, c'est encore plus embêtant. Je vous dis ça parce que moi de base, je suis pas quelqu'un qui regarde énormément les bandes annonces, j'adore aller au cinéma en gardant la surprise, mais pour préparer cette vidéo, j'ai été sélectionner des extraits, etc., aller un peu sur internet voir les images qui étaient sorties du film, et ouais, j'ai été surprise de constater que par exemple, il y a peut-être 4 ou 5 extraits du film qui sont sortis, en plus des bandes annonces, et aucun d'eux ne met Willy Wonka en train de chanter. Les chansons fonctionnent, c'est typique des comédies musicales, c'est tout à fait ce que l'on attend, voilà, d'un film musical qui sort à Noël, quelque chose de féerique, des numéros qui rassemblent du monde, mais le problème c'est que ça reste
très générique. Les numéros musicaux ne font pas preuve d'originalité. Clairement, il y a beaucoup de scènes, voilà, ces scènes classiques où la foule se joint à lui pour chanter dans un grand moment de cohésion. Et c'est quelque chose qui est tellement récurrent que il n'y a pas énormément d'originalité. Il n'y a qu'un seul numéro musical pour moi qui se démarque selon moi. C'est Frotte Frotte en français, Scrub Scrub il me semble en anglais. Donc c'est le numéro où lorsque Willy est forcé de travailler dans la laverie, il fait la rencontre de différents employés qui montrent, mais en l'espace d'1 minute 30, le labeur de leur quotidien, à quel point c'est compliqué, et puis le caractère répétitif aussi de leurs tâches. Et pour le coup, ça vient utiliser des éléments de la laverie pour apporter du dynamisme. Il y a ces gestes répétitifs aussi qui créent comme une chorégraphie, alors que les personnages ne dansent pas, mais le fait de bouger les mains en rythme, tous ensemble, ça apporte ce côté-là dynamique en fait. Et ouais, je trouve que c'est vraiment le numéro musical qui s'en sort le mieux, à mon humble avis. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère avoir pu vous donner aussi quelques idées de films à découvrir dans les prochains jours. Voilà, comme je vous le dis, ils sortent tous mercredi 13, donc n'hésitez pas à me dire lequel de ces films vous intéresse, lequel de ces films vous pensez aller voir aussi, et à l'inverse, lequel vous rebute un peu plus, parce que ça arrive. Sur ce, je vous dis à la prochaine.